Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Raphaël. Bonsoir Marie. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Dans l'actualité de ce jeudi 31 octobre, Michel Sapin, le ministre du Travail, était en visite à Toulouse. Au programme, l'emploi dans les zones urbaines sensibles et la visite d'Airbus. Toulouse et l'UNICEF fêtent les enfants. Enfin, sortez les citrouilles et les balais de sorcières. Ce soir, c'est Halloween. Michel Sapin, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, était ce matin à Toulouse. Il en a profité pour détailler son plan de lutte contre le chômage. Après les emplois d'avenir créés l'an passé pour aider les jeunes peu qualifiés à trouver du travail, voici les emplois francs qui s'adressent directement aux jeunes des quartiers difficiles. Marlène Canal et Alain Sorat. Le quartier de la Rainerie concentre à lui seul 17% du nombre de demandeurs d'emploi de la ville de Toulouse. Alors autant dire que la visite du ministre du Travail sur ce forum d'emploi n'est pas passée inaperçue. Symbole de la journée, la signature d'un emploi franc, le premier à Toulouse, entre Habitat Social et un jeune du quartier de la Rainerie. Du moment où une entreprise recrute un jeune habitant en ZUS sur un contrat en CDI, d'accord, puisqu'on se situe quand même sur de l'emploi pérenne, elle peut bénéficier d'une aide de 5 000 €. Alors, c'est un dispositif qui désenclave complètement la logique d'emploi du quartier, dans le quartier, par le quartier, etc., et qui permet à des entreprises, où qu'elles soient implantées, de pouvoir bénéficier d'une aide dans la mesure où elles sont en capacité de proposer un emploi durable à un jeune habitant en zone urbaine sensible. Un dispositif pour l'instant peu connu, mais une flèche de plus pour Michel Sapin dans son arsenal de lutte contre le chômage des jeunes qui flirte avec les 40% ici. On ne peut pas se permettre de laisser notre jeunesse comme cela en déshérence. Là, le chômage des jeunes, qui est beaucoup trop élevé, a diminué en France depuis 5 mois consécutifs. Depuis le mois de mai, chaque mois, il y a moins de jeunes au chômage. Il y a de quoi de retrouver de l'espoir, même s'il y a de quoi aussi s'obstiner. Parce que tant qu'il y a des jeunes au chômage, tant qu'il y a des quartiers frappés par le chômage comme celui-ci, on doit se battre pieds à pied. Une bataille dont les résultats se font attendre pour ces habitants qui n'ont pas manqué d'interpeller le ministre sur son dispositif. On a des gens qui sont diplômés ici, avec des bacs plus secs, etc. Ça ne travaille pas. Comment vous voulez que ces jeunes du quartier progressent? Qu'est-ce qu'on a apporté? Monsieur le ministre, je vous ai entendu. Laissez-moi vous n'êtes pas ministre non plus. Non, je le serai peut-être. Je le serai peut-être. Vous êtes déjà président, vous ne pouvez pas être tout à la fois. Une pirouette, mais il en faudra plus à cette jeunesse pleine d'interrogations. Le ministre il fait son travail, après il n'y a pas de retour. Les contrats à venir, c'est pas aujourd'hui qu'on entend parler de ça. Donc il faut que les choses marchent, il ne faut pas juste parler. J'ai posé mon CV et tout, on a donné notre CV au laboratoire du maire. On a dit qu'il va étudier notre CV et tout. Après, on va voir dans les semaines qui viennent s'il y aura un retour vers nous, s'ils vont nous appeler ou quelque chose. Voilà. L'effort est en train d'être accompli, donc qu'ils viennent témoigner leur envie et qu'ils sollicitent. Le gros problème aussi dans ce pays, c'est qu'il y a quelques emplois qui ne sont non pourvus et il y a une sorte d'adaptabilité à la fois de l'emploi avec les employeurs, mais aussi des personnes avec un peu de formation ou avec une amélioration de la présentation de ce qu'ils sont et de leur motivation. Et donc, évidemment, je les encourage et on regarde après avec un peu plus de précision si quelque part, il peut y avoir un coup de pouce. Quand je dis un coup de pouce, c'est pas du piston, c'est un coup de pouce pour mieux les préparer et être évidemment dans les dispositifs. Un dispositif qui ne fonctionne pourtant pas si mal à Toulouse, qui enregistre un premier bilan positif de la mise en place des emplois d'avenir. 330 ont été créés entre la ville et la communauté urbaine et 122 sont d'ores et déjà signés. La LGV pourrait-elle se voir remise en question par la suspension de l'écotaxe? C'est ce que laisse entendre Jean-Luc Moudingue, tête de liste UMP pour les municipales de Toulouse, sur son blog. Cette taxe envisagée par le gouvernement pour favoriser des modes de transport plus durables devait servir notamment au financement de projets ferroviaires. Mais pour Pierre Cohen, la suspension de l'écotaxe ne devrait avoir aucune incidence sur le projet de la LGV. Nous l'écoutons au micro de Marlène Canal et de Alain Sorat. En France, on est quand même dans un système qui fait qu'une
des ressources ou une fiscalité, elle n'a rien à voir avec obligatoirement une dépense. C'est très rare, puisqu'en règle générale, ça rentre dans le budget. Et donc l'engagement qui est pris va amener certainement à avoir une recherche de ressources. Mais quoi qu'il arrive, il n'y avait pas un fonds qui permettait d'alimenter ce fonds pour payer la LGV. La LGV, c'est une décision nationale et donc il n'y a aucune raison. Maintenant, je fais confiance au gouvernement pour trouver une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire que oui, l'écologie soit à un moment visible dans la matière de la fiscalité, mais certainement pas en rajouter. Donc. Un mot d'aéronautique à présent, le deuxième A350 d'Airbus a commencé ses essais la semaine dernière. Depuis son premier décollage en juin dernier, l'appareil multiplie les vols. 77 ont été effectués à ce jour, mais le chemin est encore long pour le dernier né des chaînes d'assemblage, comme nous l'explique Sophie Voinis. Lors de ces 380 heures passées dans les airs, les pilotes d'Airbus ont ouvert le domaine de vol. Ils ont testé les systèmes et identifié les configurations aérodynamiques à basse vitesse de l'A350. Mais il reste encore beaucoup à faire aujourd'hui. Maintenant, nous avons un deuxième avion qui est en vol. Et donc, nous allons continuer le programme avec l'identification plus complète de l'aérodynamique et puis aussi pousser les systèmes dans leurs limites de fonctionnement. Et ensuite, au début de l'année prochaine, nous aurons un troisième et un quatrième avion qui rejoindront la flotte d'essai. Et cette fois-ci, on aura un avion équipé d'une cabine. Pour l'heure, les deux premiers A350 prototypes sont équipés d'instrumentation d'essai. Ce sera donc avec le troisième A350 que seront effectués l'été prochain les premiers vols long courrier avec passagers, des salariés d'Airbus tirés au sort. Ils testeront l'appareil en conditions réelles d'exploitation. Un cinquième et dernier A350 d'essai arrivera en juin 2014. L'objectif, c'est de décrocher la certification civile de l'appareil et sa commercialisation avant la fin de l'année prochaine. Le timing est donc très serré. Et Airbus a déjà enregistré 756 commandes fermes dans le monde pour l'A350. Le premier exemplaire devrait être livré début 2014 à la compagnie Qatar Airways. Et une bonne nouvelle qui nous vient de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour les amateurs de soleil. La ligne aérienne Toulouse-Ajaccio, ouverte au printemps, est prolongée cet hiver. Air Corsica effectue 3 rotations hebdomadaires les lundis, mercredis et vendredis. 1h30 de vol pour rejoindre l'île de Beauté. Les enfants des centres de loisirs se mobilisent pour les enfants du monde. Cet après-midi, l'UNICEF et la ville de Toulouse profitaient des vacances scolaires pour les rassembler. Raphaël, vous y étiez en compagnie de Christelle Dao. Nous sommes aujourd'hui au Capitole pour la journée internationale des droits de l'enfant. Alors justement, en quoi consiste cette journée ? Alors cette journée dont nous célébrons aujourd'hui avec un peu d'avance, il faut bien le dire, le 24e anniversaire, est une journée qui nous permet de revenir sur le texte fondateur qui sert à la mission de l'UNICEF et qui est donc la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc avec 54 articles, on a tous les droits que les enfants devraient avoir partout dans le monde, ce qui, vous le pensez, est bien sûr pas le cas. Et cette journée est l'occasion à Toulouse de revenir avec les enfants des centres de loisirs sur les animations qui ont eu lieu dans ces centres de loisirs pour essayer de sensibiliser tous ces enfants à la situation des enfants dans le monde par le biais de cette convention et par le biais donc de leurs droits. D'accord. Alors justement, quelle relation entretiennent l'UNICEF et puis l'enfant avec la ville de Toulouse ? Alors la ville de Toulouse est une ville amie des enfants. C'est-à-dire que la mairie s'est engagée à donner une place aux enfants et à faire de la politique en faveur de l'enfance, qu'elle soit au niveau de l'éducation, des loisirs, de l'accès à la culture et le droit à la parole, un de ces axes de sa politique. Par exemple, on a le Conseil des enfants. C'est très important de dire que les enfants ont une parole aussi et s'appuyer sur des textes comme la Convention des droits de l'enfant est très important pour jouer tout le rôle éducateur sur comment on prend place dans la société avec des droits, donc le respect des personnes et le fait de pouvoir aussi avoir une réflexion sur sa place dans la ville. D'accord. Et alors du coup, quel lien entretiennent l'UNICEF avec la ville et notamment en quoi consiste concrètement le réseau Ville Amie des enfants ? Alors, la base, c'est l'engagement des villes aux côtés de l'UNICEF
pour faire vivre cette convention à travers des engagements qui sont visibles. Donc chaque année, il y a des rencontres entre l'UNICEF et la ville pour pouvoir faire le point sur ce que la ville a fait et voir en quoi ça correspond aux objectifs de l'UNICEF. L'UNICEF, de son côté, amène aussi le soutien à des actions particulières comme la journée aujourd'hui. Et cette journée qui, évidemment, on va le voir, est une journée qui se prépare, qui n'est pas simplement un jour. Et c'est ça l'important, elle a été préparée, elle est aussi une finalité de beaucoup d'actions dans différents centres de loisirs, vous l'avez dit. Effectivement, au niveau organisation, j'imagine que c'est aussi toute une affaire. Comment s'organise une telle journée? Ça se prépare, c'est fondé sur la base du volontariat. Voilà, c'est-à-dire qu'on sollicite la centaine de centres de loisirs, municipaux et associatifs, qui décident donc de participer. Et il y a beaucoup d'engouement, effectivement, on le vérifie chaque année, en tout cas cette année encore. Alors ça se prépare avec les équipes d'animation qui, quand ils décident d'organiser les règles de vie, il est question toujours des droits, des devoirs et de la place de l'enfant dans les centres de loisirs. Et la question des droits de l'enfant est au cœur des préoccupations et des règles de vie, d'être acteur de son séjour, de ses loisirs, choisir, décider, organiser, participer, manifester son opinion, dire ce que l'on pense, et on voit derrière, enfin sous les chapiteaux, la représentation qu'ont les enfants des droits. Et alors simplement, combien de centres de loisirs aujourd'hui participent à la journée? Combien d'enfants sont attendus? Alors aujourd'hui, il y a 5 centres de loisirs qui participent et qui présentent leurs œuvres. À côté de ça, donc, il y aura une centaine d'enfants qui vont passer dans l'après-midi, voir leurs œuvres, voir les œuvres de leurs camarades. Et ensuite, en tout, on a une dizaine de centres de loisirs donc, qui, cette année, se sont engagés à poursuivre un travail sur la question des droits de l'enfant. On passe au sport avec une discipline méconnue, le handi rugby ou le quad rugby. Rencontre avec le Toulousain Pablo Neumann qui a participé aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Un interview signé Samuel Prieur, Christelle Vidal et Jean-Marc Lucas. Alors, il n'y a pas encore énormément d'équipes en France, on est une dizaine d'équipes, c'est en train de se structurer progressivement. Il faut savoir que monter des équipes de sport en fauteuil, c'est très long, très compliqué parce qu'il faut beaucoup d'argent, le matériel coûte très cher, il faut beaucoup d'encadrement, etc. Il y a des conditions de pratique qui sont un petit peu spécifiques. Mais ouais, non, Toulouse s'en sort bien, on est la seule équipe en France à avoir déjà du rugby handisport sous ces 2 disciplines, puisqu'il y a 2 disciplines différentes. Nous on a 2 sections donc, au sein du club, donc le club marche bien, tourne bien, l'association se porte bien et forme beaucoup de joueurs, notamment d'autres joueurs qui font partie de l'équipe de France maintenant. L'année dernière, en 2012, les Jeux paralympiques de Londres, vous y avez participé et déjà c'était une belle victoire d'y être finalement parce que vous ne faisiez pas partie au départ des toutes meilleures équipes au monde. C'était une énorme victoire d'y être, quoi. La victoire principale pour nous, elle était là, d'avoir la chance d'y participer. Il faut savoir que dans la discipline quad rugby, il n'y a que 8 équipes au monde qui peuvent concourir pour les JO. Ouais. C'est très peu, quoi. Faut y arriver, hein, se placer dans ce groupe des 8. D'autant plus qu'on est en concurrence avec des équipes professionnelles de partout dans le monde qui jouent depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui ont mis en place tout ce qu'il fallait en termes de structure pour les JO. Et ouais, c'était fantastique d'y être, une expérience vraiment gigantesque, quoi. Enfin, bon, en plus, ces Jeux-là, ces Jeux paralympiques à Londres avaient une saveur particulière puisque le public anglais se passionne pour le handisport comme il se passionne pour le sport classique. Et ouais, jouer dans une arena de 12 000 personnes, c'était quand même un grand moment, quoi. Après, en termes de résultats, ça a été vraiment très dur parce que notre place de 8e, elle était bien méritée. C'était vraiment difficile. Vous êtes arrivé 8e et vous avez fini 8e. On a fini 8e, ce qui était notre place logique. Et le programme sportif de ce week-end s'annonce chargé et se concentre samedi. Alors du rugby tout d'abord, le stade se déplace à Brive à 15h05 pour la 11e journée de top 14. Rugby encore, l'US Colomiers rencontre le FC Auch à 18h30 au stade Michel Bindichou. Et enfin du foot, samedi toujours, le TFC rencontrera Évian-Thonon-Gaillard à 20h à Annecy. Musique à présent, on vous l'avait annoncé, le groupe de Gentleman était en concert hier soir au Bikini. Cet amoureux de la Jamaïque propose un reggae européen né en Allemagne, un mélange unique et détonnant. Christelle Dao a rencontré l'artiste avant qu'il ne monte sur scène.
New Day Down est le premier album produit par Gentleman lui-même, un mélange de roots reggae et de dancehall, un artiste influencé par les grands du reggae Bob Marley, Peter Tosh, Jacob Miller ou encore par Tracy Chapman et Marvin Gaye. Je n'ai pas cherché à devenir chanteur de reggae. J'aimais faire de la musique et être entouré de musiciens. Je suis allé en Jamaïque pour la première fois à 18 ans et ça m'a saisi. J'étais juste inspiré par la musique et maintenant je suis vraiment surpris que ça soit allé si loin. Ça fait 20 ans déjà et des fois je n'y crois toujours pas. Le vrai, le faux, ce qui a vraiment fait la différence, ce sont les gens qui m'ont inspiré autour de moi, qui m'ont permis d'avancer. La Jamaïque est pleine d'inspiration, pleine d'intense créativité. C'est pour ça que c'est très important pour moi d'y aller régulièrement, parce que quand j'y vais pas, j'ai l'impression que quelque chose me manque. La prestation musicale et scénique de Gentleman confirme son statut de star internationale du reggae. Citrouilles, chauves-souris, vampires, sorcières, attention, ils sont de sortie ce soir, c'est Halloween. Cette fête d'origine celtique est la fête des démons à la veille de la Toussaint. Arrivée en France il y a plus d'une dizaine d'années, la magie orange et noire n'a pas forcément pris beaucoup d'ampleur, mais elle compte néanmoins ses fidèles. Pascal Soler en a rencontré à la recherche du déguisement adéquat. Depuis 3 jours, ce magasin spécialisé en produits dédiés à la fête ne désemplit pas. En moyenne, 700 personnes y entrent chaque jour à la recherche du monstre ou de la sorcière qui lui collera à la peau pour fêter Halloween. Presque tous les ans, nous fêtons Halloween. C'est une occasion de se retrouver entre amis et de pouvoir justement rigoler. On peut avoir des bonbons déjà gratuits aussi parce que comme ça, on ne dépense pas d'argent et en plus, on se déguise. Donc en plus, on rend hommage aux morts qui sont au ciel. J'aime pas spécialement cette fête, c'est juste que j'ai été invitée et que ça va être une fête comme une autre, comme les années 80, j'adore les fêtes, donc c'est un prétexte pour faire la fête. Une fête pour laquelle chaque client dépense en moyenne 25 €. Les caisses enregistreuses marchent à plein régime. Halloween devrait rapporter plus de 10 000 € de recettes pour cette seule journée. Halloween a bien démarré il y a une dizaine d'années et ça monte crescendo régulièrement. On arrive aujourd'hui à une stabilité depuis 4 ans, où ça prend une bonne part de notre chiffre d'affaires, ça représente presque 12%. Pas de fête d'Halloween sans jack-o'-lanterne, pourtant sur les étals du marché du Cristal, rien n'évoque cette fête. À 1 € le kilo de citrouille, on préfère ne pas gâcher le produit. C'est une fête quand même importée donc elle n'a pas d'authenticité au niveau national. C'est pas la fête d'Halloween qui a à découvrir, c'est la citrouille. La citrouille, elle est à consommer. Coup d'envoi de la fête à la nuit tombée, Halloween et ses petits monstres vont toquer aux portes de chaque maison pour grappiller quelques friandises. Et Toussaint oblige, il n'y aura pas de journal demain sur TLT. Vous pourrez néanmoins retrouver l'info de la semaine. Toute l'équipe vous donne donc rendez-vous lundi prochain autour de Sophie Voinis. Très bonne soirée et très bon week-end à tous.